qui a un lourd dividende empoché en zone euro en ce mois de juillet 2025. C'est ce qu'on va regarder ensemble dans cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. On commence avec les paramètres de notre screener rentier euro. Alors, on va prendre les cotations principales d'entreprises qui se négocient en Belgique, en Allemagne, Italie, Espagne, Pays-Bas, Portugal et Suisse. Donc voilà, ça nous fait 7 pays. On va prendre plus d'industries que d'habitude parce qu'il y a des industries que j'évite habituellement, les pharma, les banques assurances, qui versent beaucoup de dividendes. Maintenant, moi, je suis plutôt structurellement à l'écart de ces entreprises. Si ce n'est pas votre cas, on va quand même passer ça en revue. J'enlève tout de même l'immobilier, qui est quand même une classe d'actifs qui est en difficulté en zone euro. 10 milliards d'euros de market cap minimum. Comme ça, on n'a que des large caps peu volatiles, sur lesquels la liquidité est très bonne et sur lesquels la communication est excellente. 6% de rendement du dividende minimum. Et ça nous laisse 13 entreprises. On va passer en revue les colonnes de ce screener. Ici, on a le symbole de cotation boursière de l'entreprise, le nom de l'entreprise, l'industrie dans laquelle elle opère, la capitalisation boursière en dollars US, parce qu'on l'a pas en euros dans cet écran, malheureusement. La croissance du chiffre d'affaires, on ne va pas s'y attarder, c'est pas forcément ce qui nous intéresse. Il faut que ça soit positif, en organique. Donc attention aussi, ici, il y a des variations de périmètre, il y a des variations à cause des prix, etc. Donc en organique, on veut que ça soit positif, mais il n'y a pas évidemment le détail. La valorisation, c'est un détail plutôt secondaire, mais on va quand même le regarder parce que ça permet de aussi pas payer trop cher. Et l'endettement, c'est important à regarder. Le rendement du dividende, ce qui va nous intéresser, et le rendement de l'actionnaire. Parce qu'on peut avoir un énorme dividende, mais si on est dilué derrière, ça n'a pas d'intérêt. Free cash flow par rapport au bénéfice net pour vérifier le payout ratio. On l'a pas toujours, donc on va devoir le recalculer un peu à la mano. Bon. Donc le payout ratio, c'est la proportion de bénéfice net qui est versé en dividende. Mais il faut se rappeler que le dividende est payé via les free cash flow, sauf pour les banques, assurances, etc. Sur les free cash flow, c'est moins intéressant, c'est moins pertinent. Donc, on va vérifier tout ça. Première entreprise de la liste, c'est Intesa Sanpaolo. Donc, c'est une banque italienne, la plus grosse banque italienne, 102 milliards de dollars de market cap. Donc, on n'a pas de marge de sécurité. On veut une décote en termes de PE, on veut être en dessous de 10 en termes de ratio coût-bénéfice. Et on veut une décote sur actifs tangibles. Bon, ça c'est secondaire, c'est plutôt on va dire pour une marge de sécurité. Si vous êtes là pour le dividende, ce qui va être intéressant, c'est le rendement du dividende. Donc on est à 7%. Alors on n'a pas vraiment d'actionnaire, malheureusement, il faudra regarder séparément. 7% de rendement du dividende, 100 milliards de market cap, on verse 7 milliards de dividendes. Attention, c'est un peu élevé par rapport au bénéfice net, on est à peu près à 75%. Ce qui veut dire que ce dividende, il est soutenable quand même, ça reste raisonnable, 75%, mais ça ne va pas augmenter beaucoup plus. Donc c'est déjà intéressant à ce niveau-là. Après, c'est une banque sur laquelle on n'a pas trop de marge de sécurité. Donc attention, après si vous êtes là pour le dividende et la sécurité du dividende, je pense qu'il n'y a pas de problème sur Intesa Sanpaolo. Ensuite sur Enel, donc là on est encore sur une société italienne qui est dans la distribution d'électricité. Vous allez voir, dans ces listes, c'est beaucoup des utilities aussi. Donc on a pas mal de banques, de utilities, pétrole, gaz, etc. Donc c'est évidemment l'économie traditionnelle qui est à l'ancienne, on va dire, qui est pourvoyeuse de dividendes. Alors on continue. 95 milliards de dollars de market cap. On est sur des multiples qui sont un peu chers, on est sur un endettement qui est un peu élevé, attention, mais les utilities, elles peuvent s'endetter à hauteur de 5 fois les EBITDA, sans problème, vu qu'elles ont une visibilité sur les cash flows et qu'elles peuvent s'endetter à des taux préférentiels. Donc c'est le cas de Enel. Donc 2,7, ça reste raisonnable. On a 6,4% de rendement de dividende. Ça, c'est intéressant. C'est potentiellement neutralisé en partie, parce qu'on a 5% de rendement de l'actionnaire, c'est-à-dire qu'il y a des actions qui sont mises en circulation. Est-ce que ces actions sont nouvellement créées? Est-ce qu'elles sont sorties de l'autocontrôle? C'est-à-dire que la société rachète des actions, les donne aux salariés, puis les salariés les vendent, il faut regarder. Donc on est sur un payout ratio de 77%, avec des free cash flow plus bas que les bénéfices nets. Donc une partie du dividende a été versée à crédit. Donc à mon avis, c'est pas soutenable. Donc Enel, un peu plus compliqué comme dossier. Faut voir si c'est ponctuel, cette dépense en capital importante, puisque on rappelle, les free cash flow, c'est cash flow opérationnel moins flux d'investissement. Et donc si le flux d'investissement, c'est les capex, dépenses en capital, et si ponctuellement une dépense en capital élevée, ça peut impacter les free cash flow. Si c'est structurel, en revanche, c'est moins bien. Donc si c'est ponctuel, ça va. Si c'est structurel, c'est moins bien. Donc bon, Enel, bien vérifier ce niveau de dividende qui est à mon avis pas soutenable si le free cash flow reste à ce niveau-là. Avant de continuer, si jamais vous cherchez un portefeuille d'investissement passif et performant, cliquez sur le lien en haut à droite de la vidéo. On continue avec Hexabank. Donc ça, c'est la première banque espagnole. Non, c'est peut-être pas la première. Ça va être la troisième banque espagnole. 62 milliards de dollars de market cap. On a une marge de sécurité sur le ratio coût-bénéfice. On a moins de 10, ça c'est bien.
Rendement du dividende à 7,7%. Ça nous fait un alors là, il va falloir calculer, ça nous fait, allez, 4,5 milliards, 4 milliards et demi de dividendes, donc on est quand même sur 70% des payout ratio. Ça reste soutenable, ça va pas augmenter beaucoup plus, mais c'est quand même déjà pas mal à ce niveau. Il faut regarder séparément s'il y a de la dilution ou des rachats d'actions. Donc Hexabank, pourquoi pas, si vous pouvez investir dans une banque, il y a un peu de marge de sécurité sur la valorisation, mais on n'a pas de décote sur actifs tangibles. Eni, ça c'est un dossier que j'aime bien, mais attention, il y a quand même l'État italien au capital, donc faut se méfier. On est sur 51 milliards de dollars de market cap. La valorisation est très douce, hein, mais ça c'est normal sur le pétrole et le gaz en Europe, hein, à cause des normes ESG, les valorisations sont très basses. Donc on est au niveau de valorisation de Total Energy, hein. C'est pas la même qualité que Total Energy en revanche, puisque vous voyez la rentabilité est pas énorme, hein, 2,6% de rendement des capitaux investis, c'est plutôt famélique. On a une décote sur actifs, pas de décote sur actifs tangibles, mais on est sur la valeur des actifs tangibles. Donc là, c'est en soi une petite marge de sécurité. Vous avez un dividende qui est intéressant, hein, 7,4%. Vraiment l'actionnaire, on est potentiellement un peu dilué, mais il faut vérifier, mais je pense que c'est pas vraiment le cas. Donc on va dire qu'on est aux alentours de 7% de rendement du dividende, ce qui est pas mal, hein, en soi. Mais attention, on est sur un payout ratio de 124%, sauf que les free cash flow sont 2 fois plus élevés que les bénéfices nets. Donc c'est soutenable. Eni, j'aime bien. Après, ça va être un peu cyclique à cause des variations du prix des hydrocarbures, mais comme c'est une large cap, ça atténue un peu la volatilité. Donc c'est, à mon avis, intéressant en complément de Total Energy. Parce que Total Energy, si vous voulez vous exposer au secteur du pétrole et du gaz, c'est, à mon avis, la meilleure valeur en Europe. Dans mon top 3, je mettrais Total Energy, Eni et Shell. Shell, il n'y a pas l'état au capital, je mettrais plutôt en deuxième. Donc du coup, je mettrais Total Energy, Shell et Eni. Les 3 sont sur à peu près le même profil, hein, valorisation faible, dividende important, rachat d'actions. Sauf Eni, du coup, il n'y a pas vraiment de rachat d'actions, mais bon, pas mal. Petit dossier intéressant. Ensuite, on est sur Telefonica. Donc là, c'est l'opérateur télécom espagnol. C'est, 30 milliards de dollars de market cap. Je ne sais pas s'il y a l'État espagnol au capital. Si c'est le cas, c'est un peu dommage, mais bon, il faut vérifier ce point. La valorisation est basse, 6,2 en VE sur EBITDA, c'est pas cher. 6 en price to free cash flow, c'est pas très cher. Il y a une perte comptable, mais ça c'est pas très grave, hein, ça veut rien dire, vu qu'on a des free cash flow positifs. Ça, c'est bien. Un peu de dette à signaler quand même, mais ça, c'est un niveau d'endettement qui est parfaitement soutenable pour une télécom, hein. Les télécoms, c'est comme les utilities, bonne visibilité sur les cash flows. On peut s'endetter jusqu'à 5 fois les l'EBITDA. On a des taux d'intérêt préférentiels parce qu'on a de la visibilité, justement. Donc, c'est plutôt soutenable comme endettement. 6,7% de rendement du dividende. Ça nous donne un payout ratio en termes de free cash flow. Donc, ça nous donne combien? Ça nous donne, si on fait le calcul rapidement, 3 fois, ça fait 1,8 milliard de dividendes versés. Si je sais correctement calculer, on va dire plutôt 2 milliards. Allez, 2 milliards plutôt, parce qu'on va faire 7 fois 3. Donc ça fait 2 milliards sur 5 milliards de free cash flow. On est complètement soutenable sur ce dividende. Mais attention, il y a quand même potentiellement de la dilution ici. Il faut vérifier parce que le rendement actionnaire, il est à 3,5%. Donc là, vérifiez bien s'il y a, il y a la dilution sur le dossier, ce qui est un peu dommage, hein. Si c'est que s'il n'y a pas de dilution, ça peut être intéressant quand même à ce niveau. Ensuite, on est sur Poste Italiane. Donc là, en fait, c'est la Poste italienne, mais c'est aussi un opérateur d'assurance, enfin, c'est de l'assurance, assurance vie de mémoire. 27 milliards de dollars de market cap, décroissance, hein. Donc là, en fait, ils ont fait une cession d'actifs, hein, c'est ça que ça veut dire. Ils ont changé de périmètre, donc il ne faut pas prendre ça, on va dire, nominalement, facialement comme ça. On est sans marge de sécurité sur ce dossier. On a 12 en PE, 2,8 en prix sur actifs tangibles, donc il n'y a pas du tout de marge de sécurité sur ce dossier. Moi, je préfère ça sur les financières parce que c'est compliqué à comprendre, hein, les bilans des financières. 6% du dividende, ils nous calculent un payout ratio à 55%, ce qui est bien, c'est soutenable. Peut-être un peu de dilution, il faut vérifier ce point-là, mais à 6% de dividende, c'est intéressant. Ensuite, on est sur Hapag-Lloyd. Alors là, il y a un moment du dividende qui est intéressant. L'activité, c'est le fret maritime. Donc vous pouvez vous imaginer que c'est quand même très cyclique. Je rappelle, en fait, sur le secteur du fret maritime en Europe est très 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 décoté. Il y a beaucoup de valeurs nordiques qui sont spécialisées dans ce domaine. Donc, on a Wallenius Wilhelmsen, on a Autoliner, on a Hodgfell. Ça, c'est des boîtes plutôt, c'est des boîtes nordiques, hein, norvégiennes ou suédoises, qui sont dans ce secteur. On a aussi D'Amico International Shipping, qui est une boîte italienne qui fait du fret maritime de produits pétroliers. Elles sont toutes très décotées parce que le marché est hyper pessimiste sur le fret maritime. Ça se comprend, il y a la guerre commerciale. Après, peut-être que le marché va trop loin. Sur Hapag-Lloyd, on est sur des multiples de valorisation qui sont très faibles. Enfin, faibles en tout cas. Donc value, on est sur une bonne rentabilité pourtant, pas de dette, donc ce qui est bien en basique, et vous avez un rendement du dividende à 6,4%, ce qui est pas mal. Il y a potentiellement des rachats d'actions, mais je suis pas sûr qu'elles soient annulées, ces actions, vu qu'on rachète un tout petit peu d'actions. Donc ça ressemble plutôt à des achats d'actions pour donner aux salariés et au management.
payout ratio à 65%, soutenable. Après, c'est très cyclique. Donc en fait, là, vous avez un bon niveau de dividende, mais c'est pas garanti que ça soit le cas pour le futur. Donc moi, j'aurais du mal à voir ça comme un titre, rentier, c'est plutôt un titre, value à Packlog. Ensuite, on est sur Banco de Sabadell. Alors c'est une boîte qui est sous OPA, donc est-ce que c'est intéressant de la mentionner ici? Je suis pas sûr. Il y a le régulateur espagnol qui vérifie qui peut approuver la transaction. Alors qui la rachète? De mémoire, ça va être, c'est pas Santander, je crois, qui la rachète. Faut que je vérifie, ça va être Kexa qui la rachète. Donc c'est une petite banque, 18 milliards. Voilà, vous avez 8,5 en rendement du dividende, mais de toute façon, elle va être sortie de la cote si, l'OPA est approuvé. Ensuite, vous êtes sur Banco BPM. Donc là, c'est une banque italienne, 18 milliards de dollars de market cap. On est sur un PE qui est en dessous de 10. On a 8 en PE. Donc, une petite marge de sécurité à ce niveau. Pas de marge de sécurité sur les actifs tangibles. Malheureusement, 12% de dividendes. Est-ce que c'est soutenable? On regarde, on a donc 12% de rendement du dividende sur 17 milliards de market cap. Ça vous donne 2 milliards de dividendes. On verse quasiment tous les bénéfices en dividendes. Donc, à mon avis, ça ne va pas être soutenable à ce niveau-là. Ils peuvent verser, je pense que pour être tranquille, ils peuvent verser 1,5 milliard, ce qui sera déjà un bon niveau de rendement. Donc, cette banque-là, je pense qu'elle est intéressante d'un point de vue dividende, mais il faut aller creuser. Est-ce que le bénéfice net est temporairement bas actuellement? Qui semblerait un peu. Non, je pense qu'on doit être à ce niveau-là, parce que là, on a une marge de bénéfice net qui est au-delà de 10%. Donc, pour une banque, c'est un peu élevé. Donc, je suis pas sûr qu'on ait beaucoup plus de rendement de dividendes que ça. À creuser plus en détail, Banco BPM. Ensuite, on est sur Repsol. Donc là, on est sur c'est un opérateur intégré du pétrole et du gaz en Espagne. Ils ont des stations-service, ils ont des raffineries, etc. Donc, ils font aussi de l'extraction, si je dis pas de bêtises. On est sur 18 milliards de dollars de market cap. Valorisation très, très faible en termes de valeur entreprise sur EBITDA. 4,5, c'est pas cher payé. 20% des cotes sur actifs tangibles. Ça, c'est bien. Vous avez une marge de sécurité. 7,5% de rendement du dividende. Donc, bon rendement du dividende, 12,6 en rendement à l'actionnaire. Donc, il y a des rachats d'actions. Je pense qu'ils annulent les actions qui sont rachetées s'ils en rachètent autant. Vous avez, attention, alors là, c'est compliqué à comprendre pourquoi ils font ça, mais on est sur 105% de payout ratio en termes de bénéfices et sur beaucoup plus en termes de free cash flow. Donc, tout ça a été fait, une bonne partie de ce dividende a été versé à crédit. Donc, c'est pas soutenable. Ils ont dû, en gros, ça veut dire qu'ils se sont endettés pour verser le dividende. Pourquoi ils font ça? Peut-être qu'on a des free cash flow qui sont temporairement bas, ça peut s'expliquer. Or, on est sur un secteur qui est très mature, donc à mon avis, ils n'ont pas besoin de rajouter massivement du cash dans la croissance. Donc ça permet de dégager des free cash flow. Mais là, je pense que sur les 12 derniers mois, ils ont dû faire un investissement assez massif en capital, et donc du coup, ça a impacté les free cash flow. Donc il faut regarder la tête des free cash flow. Je pense que structurellement, il doit être plus élevé que les bénéfices nets, et que donc ce rendement du dividende est intéressant. Donc là, c'est un point de détail à vérifier, mais sinon, c'est intéressant d'un point de vue dividende. J'ai oublié de mentionner, mais pour toutes les valeurs que vous avez ici, il faut bien prendre en compte que vous avez des retenues à la source, malheureusement. Là, on a des valeurs espagnoles, il y a de la retenue à la source. Les valeurs italiennes, il y a de la retenue à la source également. Sur les valeurs, et c'est tout ce qu'on a pour l'instant, tout ce qu'on a vu, Hapag-Lloyd, c'est allemand. Je crois qu'il y a une retenue à la source également. Donc, prenez ça en compte aussi. Sur vraiment du dividende, en net, vous allez avoir 30% de moins, au pire 30% de moins sur ce qui est affiché ici. Donc, prenez-le en compte. Mediobanca, donc banque italienne également, petite banque italienne. On est sur une banque qui n'a pas de marge de sécurité à ce niveau. Par contre, on est au-dessus de 10 en PE et au-dessus de 1 en prix sur actifs tangibles. 6% de rendement du dividende, ça nous donne un payout ratio qui est à 1,2 milliard, enfin 1,2 milliard, à peu près 1,2 milliard de dividendes versés. Donc attention par rapport au payout ratio, c'est un peu élevé quand même. C'est une banque qui reverse quasiment tous ses bénéfices, donc ce niveau de dividende n'est pas forcément soutenable. Attention. Ageas, donc là on est NV, donc on est aux Pays-Bas. On est sur une assurance, pas de marge de sécurité non plus. La valorisation en termes de price earning est pas très élevée non plus. Donc, rendement du dividende à 6,2%. Ça nous donne un payout ratio à 52%. C'est soutenable à ce niveau. Il y a peut-être un peu de dilution, il faut vérifier, mais je pense que c'est intéressant aussi ce petit dossier d'assurance. Malheureusement, il n'y a pas de marge de sécurité non plus, mais vous avez un dividende qui représente pas une énorme part des bénéfices, donc pourquoi pas, intéressant. Ensuite, BPER, donc ça c'est une banque italienne à nouveau, marge de sécurité sur les actifs, sur le price en ligne, sur le ratio coût-bénéfice, donc ça c'est bien. Pas de marge de sécurité sur les actifs tangibles, mais on est à la valeur des actifs tangibles, donc c'est pas trop cher, c'est pas trop risqué non plus. Vraiment du dividende à 8%, c'est pas mal, ça nous donne, on va dire 1 milliard de dividendes de versés,
qui nous donne un 66% de payout ratio, 65% de payout ratio, ce qui est complètement soutenable. Donc intéressant aussi cette petite banque. Donc là, vous l'avez vu, hein, si vous voulez du rendement en zone euro sur des large caps, bien sûr, il va falloir aller sur d'économies à l'ancienne. Hein. Il va falloir aller sur des banques, sur des assurances, sur du pétrole. Vous avez quand même un peu de transport du fret maritime ici. Mais sinon, voilà, c'est plutôt l'économie à l'ancienne. Idéalement, je pense que dans ces dossiers, il vaut mieux éviter les entreprises avec l'État au capital. Et il vaut mieux prendre les entreprises qui offrent une marge de sécurité et qui ont un payout ratio pas trop élevé. Hein. Donc, faites, voilà, allez creuser ces détails-là sur les dossiers proposés ici. J'espère que cette analyse vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.